Alors nous allons présenter maintenant un tableau de la puissance des États-Unis tel qu'on peut l'évaluer de nos jours. En 2015, quand il lance sa campagne pour les présidentielles, Donald Trump, le candidat républicain, s'appuie sur le slogan « Make America Great Again ». Il s'agit donc explicitement pour Donald Trump de restaurer la grandeur de l'Amérique des États-Unis. Alors ce slogan n'est pas une nouveauté pour les républicains puisque Donald Trump l'emprunte à l'ancien président Ronald Reagan qui, en 1980, se lance dans une campagne face au démocrate Jimmy Carter avec cette ambition de restaurer une puissance américaine apparaissant à l'époque affaiblie et déclinante. Make America Great Again, c'est à la fois un sentiment de déclin qu'on impute bien sûr à l'adversaire politique, mais aussi un désir de puissance affirmé, réaffirmé. Et le fait est que ces États-Unis, au début du XXIe siècle, apparaissent toujours comme une puissance sans équivalent dans le monde, malgré les difficultés auxquelles ils sont effectivement confrontés. Alors une puissance dominante au début du XXIe siècle et en réalité pendant l'essentiel du XXe siècle, mais pour autant un État récent, un État né de la colonisation européenne. À l'origine de la formation territoriale des États-Unis se trouvent en effet les 13 colonies britanniques de la côte Est, auxquelles sont adjoints à partir de 1763 les possessions françaises de la Louisiane, la Grande Louisiane, comme vous voyez sur cette carte, tout autour du Mississippi, et également la Floride espagnole. Or, soucieux de s'émanciper de la tutelle britannique, ces territoires se révoltent à partir de la fin du XVIIIe siècle et notamment de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. À l'issue d'une guerre d'indépendance livrée par les insurgents, les insurgés aidés des troupes françaises contre les colons britanniques, et bien à l'issue de cette guerre d'indépendance, les États-Unis obtiennent officiellement la reconnaissance de leur émancipation par la couronne britannique à travers la signature du traité de Paris de 1783. Or, ce qui nous intéresse dans le processus de création territoriale des États-Unis, c'est que dès que l'indépendance est acquise, elle va s'accompagner d'un processus d'expansion territoriale, une expansion territoriale qui va s'effectuer vers l'ouest du territoire américain. Et donc, dès les origines de l'histoire de la nation américaine se manifeste un processus expansionniste qui traduit donc une volonté impérialiste, une volonté de développer la puissance de l'État américain. Ainsi, une expansion territoriale se traduit par l'annexion de territoires à travers différents processus, que ce soit la guerre, la diplomatie, avec le Mexique ou encore le Royaume-Uni ou encore les Espagnols qui possédaient un certain nombre de territoires coloniaux à l'ouest du territoire américain. Or, ce qui est notable, c'est qu'une fois le mainland, c'est-à-dire ce territoire allant de la côte atlantique à la côte pacifique en un seul tenant réuni, eh bien, la volonté expansionniste des États-Unis ne s'arrête pas là, puisque sont rattachés au territoire américain l'Alaska racheté aux Russes en 1867, ou l'archipel de Hawaï annexé en plein milieu du Pacifique et qui manifeste ici véritablement l'intégration des États-Unis dans le processus de colonisation alors en œuvre à l'époque. En effet, à la fin du XIXe siècle, on assiste à une nouvelle phase d'expansion coloniale, notamment de la part des puissances européennes, mais les États-Unis ou encore le Japon, ces nouvelles nations industrialisées, prennent part finalement à cette phase de colonisation pour les États-Unis à travers les acquisitions dans le Pacifique ou également à travers leur politique dans la zone caribéenne.
Les États-Unis n'hésitent pas alors à encourager des mouvements d'indépendance, que ce soit aux Philippines, à Cuba ou au Panama pour détacher le territoire de la Colombie, des mouvements d'indépendance qui servent en réalité à mieux imposer leur propre tutelle à ces territoires une fois le mouvement d'émancipation réalisé. On le voit ainsi, dès les origines de l'histoire américaine, s'implante l'idée d'un esprit pionnier, un esprit pionnier que vous voyez ici illustré par la conquête de l'Ouest, un esprit pionnier qui pousse le pays à se développer au-delà de son territoire d'origine. Il y a ainsi une vocation impérialiste qui s'affirme dans l'histoire américaine, une vocation que l'on voit illustrée ici par ce tableau de John Gast, intitulé American Progress, qui illustre lui aussi la conquête de l'Ouest, une conquête de l'Ouest dont on voit qu'elle est pensée finalement comme la réalisation d'une mission civilisatrice. Columbia, qui personnifie ici les États-Unis, chasse les ténèbres, des ténèbres d'ailleurs qui sont aussi illustrées par la présence de tribus amérindiennes, jugées primitives, et face à ces ténèbres, Columbia amène la lumière, c'est-à-dire la civilisation, le progrès, que l'on voit ici incarné par le télégraphe ou le chemin de fer, ou encore la mise en culture des terres agricoles. Se formalise ainsi l'idée d'une destinée manifeste des États-Unis qui les conduirait par leur conquête à répandre cette civilisation. Cette expression est employée une première fois par le journaliste John Lee O'Sullivan, qui l'utilise en 1848 dans la Democratic Review of New York, alors que les États-Unis l'emportent face à leur ennemi mexicain. John Lee O'Sullivan déclara alors « Les États-Unis feront battre en retraite tous ceux qui tenteront de s'opposer à notre politique ou de faire obstacle à notre puissance, de limiter notre grandeur et d'empêcher la réalisation de notre destinée manifeste qui est de nous répandre à travers tout le continent pour assurer le libre épanouissement de millions de personnes. » Ainsi, on le voit, dans cette destinée manifeste, il n'est pas simplement question de développer la puissance américaine, il est question à travers cet impérialisme américain d'apporter au peuple un certain nombre de valeurs dont les États-Unis s'estiment porteurs, à commencer par l'idée de liberté. Et c'est aussi cette volonté de défendre la liberté des peuples qui s'inscrit à travers la doctrine Monroe, édictée en 1823 par le président du même nom, et qui conduit les États-Unis à soutenir que les Européens ne doivent plus intervenir dans les affaires américaine à un moment où les processus d'indépendance des territoires coloniaux sont en cours au sein de l'Amérique latine. Dès lors, les États-Unis, qui s'opposent à tout interventionnisme européen en Amérique, se présentent également comme les garants, les protecteurs des peuples américains face aux Européens. Et c'est ce qui traduit finalement à la fois un impérialisme des États-Unis, mais aussi une forme d'isolationnisme, puisqu'en retour, les États-Unis estiment qu'ils n'ont pas eux-mêmes à intervenir dans les affaires qui concernent les Européens en Europe. Or, cet isolationnisme des États-Unis connaît une première entorse avec la Première Guerre mondiale, dans laquelle les États-Unis finissent par intervenir en 1917. Alors, première entorse qui n'empêche pas le pays de revenir à des pratiques plus isolationnistes dans l'entre-deux-guerres, même si, au moins économiquement, il s'implique de plus en plus en réalité dans les affaires du monde. Mais avec la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide, l'isolationnisme américain, cette volonté de rester en dehors des affaires du monde, en pratique est complètement remise en question. Et donc, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, les États-Unis assument leurs ambitions mondiales, leurs ambitions d'exercer leur puissance à l'échelle
planétaire. Alors après cette introduction un peu longue, mais il faut présenter finalement l'héritage historique qui a construit à cette volonté de puissance aux États-Unis, eh bien on s'interrogera en se demandant pourquoi les États-Unis restent-ils aujourd'hui la première puissance dans un monde pourtant devenu multipolaire. Alors pour commencer, on évoquera le fait que les États-Unis sont toujours actuellement une puissance complète et très probablement la plus complète au monde. Le territoire américain en lui-même recèle d'un potentiel de puissance. Il est vaste, il est riche en ressources et il est ouvert à la fois sur l'Europe et l'Afrique via l'Atlantique et sur l'Asie par le Pacifique. D'autant qu'on a vu que à travers processus de colonisation, les États-Unis possédaient également un certain nombre de territoires qui étaient sous leur tutelle en plein cœur de cet océan Pacifique. Ce qui, on le voit sur cette carte, est aussi le cas du côté de l'espace caribéen avec Porto Rico ou les îles Vierges américaines. Donc sans compter les territoires non incorporés qu'on vient d'évoquer, avec près de 10 millions de kilomètres carrés, les États-Unis constituent le troisième État le plus vaste au monde, un véritable État-continent. Du nord au sud, le pays s'étend sur une longitude qui est l'équivalent de ce qui sépare Paris du tropique du Cancer. Enfin, d'est en ouest, 4200 km séparent Los Angeles et Boston, soit l'équivalent de la distance entre Paris et Téhéran, la capitale iranienne. Alors un pays très vaste, moins que son voisin canadien, mais contrairement à ce même voisin, les États-Unis sont aussi un pays extrêmement peuplé, puisque avec 329 millions d'habitants en 2018, les États-Unis formaient le troisième pays le plus peuplé au monde, alors assez loin, certes, derrière la Chine et l'Inde. Les États-Unis ont donc, à travers leur superficie, leur population, un potentiel de puissance. Encore faut-il être capable d'exploiter ce potentiel de puissance, et notamment d'un point de vue économique. Or, en la matière, les États-Unis ont plutôt bien réussi puisqu'ils constituent toujours la première puissance économique mondiale, première puissance économique qui s'exprime par leur richesse globale et peut-être surtout par la puissance de leurs firmes transnationales. En 2018, ils comptaient 126 des 500 premières FTN, pensons simplement aux GAFAM, qui à elles 5 constitueraient la troisième puissance économique du globe. Les États-Unis représentent ainsi 25% du PIB nominal mondial pour seulement 4% de la population en 2019, ce qui peut se comparer à leurs rivales chinois qui représentent respectivement 18% de la population pour simplement 16% du PIB nominal. Les États-Unis sont donc toujours la première puissance économique mondiale, si on calcule le PIB en PIB nominal. Donc le PIB nominal est le calcul des richesses produites sur un territoire en convertissant les PIB nationaux en dollars et au taux de change des marchés. C'est ainsi un moyen de comparer la richesse des différents territoires, mais il faut savoir qu'il existe aussi un PIB en parité de pouvoir d'achat qui lui est calculé via un taux de conversion qui permet d'exprimer les pouvoirs d'achat des différentes monnaies en dollars. Et donc ce PIB par pouvoir d'achat change un peu les hiérarchies, même s'il traduit en réalité une richesse un peu inférieure, en tout cas face aux autres économies nationales. Ainsi, si l'on considère non plus le PIB nominal, mais le PIB par pouvoir d'achat, eh bien, à ce moment-là, la Chine a dépassé depuis 2014 les États-Unis, mais cela à travers donc un calcul qui atténue finalement la faiblesse du yuan par rapport au dollar. Alors néanmoins, cela traduit une domination économique des États-Unis qui n'est plus celle qu'elle fut notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et de plus en plus, les Chinois s'affirment comme des rivaux sérieux au niveau économique pour les États-Unis.
Ainsi, si l'on peut considérer que les États-Unis constituent toujours la première puissance économique au monde en termes de production de richesses, du point de vue du commerce international, depuis 2013, ils ont été dépassés par la Chine. La Chine, dont on voit ici sur ces tableaux qu'elle exporte bien plus que les États-Unis, alors même si ceux-ci continuent d'importer davantage que la Chine, mais ce n'est pas nécessairement à leur avantage, puisque cela se fait avec en conséquence un très fort déficit de la balance commerciale des États-Unis, et ce, contrairement aux rivales chinois. Donc une puissance économique qui commence à être concurrencée, mais une puissance militaire qui reste globalement sans rival. Or, cette domination des États-Unis sur le plan militaire repose incontestablement sur leur capacité à exploiter leur puissance économique, puisqu'ils sont bien davantage capables que les autres nations sur Terre d'investir pour entretenir leur capacité militaire. On voit ici en 2018, les États-Unis à eux seuls représentaient 36% des dépenses militaires mondiales. Et on voit que 2 ans plus tard, en 2020, l'écart entre les États-Unis et ses rivaux s'est encore accru, les États-Unis ayant la capacité de dépenser plus de 100 milliards de plus pour leur armée. Alors certes, la Russie compte davantage d'ogives nucléaires que les États-Unis, la Chine davantage de pièces d'artillerie, mais globalement, la puissance américaine sur le plan militaire est véritablement bien supérieure, ce qui se mesure notamment par la détention du nombre de porte-avions américains, un nombre bien supérieur à celui que détiennent ses rivaux et qui est à l'origine d'une plus grande capacité d'intervention des États-Unis sur toute la surface du globe. En effet, ce qui fait la puissance militaire des États-Unis, c'est cette capacité à intervenir partout à travers un contrôle des espaces maritimes et des flottes opérationnelles présentes dans l'ensemble des surfaces océaniques du globe. Par ailleurs, les États-Unis se sont imposés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme un pivot incontournable du système de gouvernance mondiale qui se met alors en place. Et d'ailleurs, de façon symptomatique, les institutions économiques internationales sont mises en place lors des accords de Bretton Woods en 1944 et l'ONU lors de la conférence de San Francisco, deux territoires qui se trouvent aux États-Unis. Ainsi, les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et ils disposent d'un droit de veto qu'ils possèdent également de fait au sein des institutions financières internationales et notamment du FMI. En effet, le système décisionnaire existant au sein du FMI font des États-Unis le principal contributeur, mais du coup possédant également un pouvoir de blocage pour toute décision qui leur serait contraire. Outre le FMI, les institutions financières internationales qui émergent de la conférence de Bretton Woods donnent au dollar un rôle de monnaie internationale de référence, un rôle qui a été remis en question après l'abandon en 1971 de la convertibilité en or du dollar, mais pour autant, on le voit sur ces différents graphiques, le dollar reste actuellement la principale monnaie d'échange à l'échelle mondiale. Donc des États-Unis présents au sein des différentes institutions internationales avec une capacité de blocage, mais des États-Unis qui refusent par ailleurs de se soumettre à toute forme d'organisation supranationale, ce qui les a conduits ainsi à sortir de la COP 21 sous la présidence de Donald Trump, ou encore à refuser de prendre part à la Cour pénale internationale ou à signer la Convention de Montego Bay instituant le droit de la mer.
Ainsi, à travers leur puissance économique, militaire, mais aussi diplomatique, les États-Unis possèdent tous les attributs du hard power. Ils sont ainsi en capacité de faire faire ou de refuser de faire. Mais les États-Unis, puissance complète et multiforme, possèdent aussi tous les attributs du soft power, un pouvoir d'attraction dont ils n'hésitent pas à user à travers le monde. On peut ainsi considérer que les États-Unis possèdent à l'échelle mondiale une culture de référence, ne serait-ce qu'à travers la langue qu'ils pratiquent majoritairement, c'est-à-dire l'anglais, qui est aujourd'hui incontestablement la langue internationale de référence. La culture mainstream américaine se répand ainsi à travers le monde et l'exportation des produits culturels américains, qu'ils soient audiovisuels, vestimentaires, que ce soit les modes musicales, les produits culinaires, bref, toute une culture partagée bien au-delà du territoire américain. Alors la domination du pays est flagrante sur le plan de l'audiovisuel, de la culture cinématographique. Alors bien qu'ils ne soient pas les premiers producteurs de films au monde, c'est néanmoins ceux qui s'imposent le plus en termes de rentabilité. On le voit, ils dominent largement par rapport aux revenus de l'industrie cinématographique, mais aussi en termes de box-office, puisque dans la liste des 50 premiers succès mondiaux, il n'y a pas un seul film qui ne soit pas un film américain. Alors cette culture populaire américaine s'impose aussi à travers ces grandes chaînes de restauration, que ce soit McDonald's ou KFC, dont on voit ici qui sont présents à travers le monde. Les États-Unis qui ont contribué à développer à travers le monde une culture du fast-food, des fast-food qui possèdent leurs différentes enseignes du côté du territoire américain. Alors, pour autant, si le hamburger est par exemple un produit qu'on identifie bien à la culture américaine, c'est en réalité le fruit d'un échange culturel à travers notamment l'apport de l'immigration allemande aux États-Unis. Et en réalité, on doit comprendre le succès de la culture américaine à travers le monde par le fait que c'est elle-même une culture qui est déjà une culture mondialisée. En effet, les États-Unis sont une nation d'immigrants, l'ont été et le reste, ce qui les amène à connaître un melting pot sur le plan démographique qui se traduit par des échanges culturels intenses et du coup par l'émergence de produits culturels mieux à même de s'exporter au-delà des frontières américaines. Alors ajoutons enfin que dans cette culture qui s'est largement numérisée, avec l'arrivée d'Internet, une innovation américaine, eh bien les États-Unis là aussi occupent une place de choix puisque 8 des 10 premiers sites Internet les plus visités dans le monde sont américains. Et donc les États-Unis possèdent une puissance multiforme et complète, une puissance qui se manifeste également sur le plan géographique dans la présence de lieux de puissance à différentes échelles. On retrouve en particulier les lieux de commandement, qu'ils soient politiques ou économiques, dans les grandes métropoles américaines. Washington occupe bien sûr une place à part en tant que siège du gouvernement des États-Unis, de la Maison-Blanche, donc le lieu de résidence des présidents américains. C'est aussi là que se trouve le Capitole, le Congrès qui réunit à la fois les représentants et les sénateurs. Mais c'est là aussi que se situe le principal quartier général de l'armée américaine, avec donc ce fameux Pentagone que vous voyez ici sur cette photographie aérienne. Notons d'ailleurs que la présence conjointe de ces grandes infrastructures politiques et militaires peuvent illustrer ce que le président Eisenhower qualifiait au moment où il quitte le pouvoir après son second mandat de complexe militaro-industriel, un complexe militaro-industriel effectivement bien présent dans cette capitale américaine.
Ancien président républicain issu lui-même de l'armée, Eisenhower, quand il quitte le pouvoir en 1961, s'inquiète en effet de l'influence grandissante d'un complexe militaro-industriel. Complexe militaro-industriel que l'on doit entendre comme le développement des intérêts économiques liés à une industrie de la défense de plus en plus importante dans le contexte qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide et qui a vu les États-Unis se lancer dans une course aux armements, et Eisenhower craignait que finalement le lobbying de ce complexe puisse influencer la politique extérieure du pays. Alors, crainte fondée ou pas, le fait est qu'on trouve au sein de Washington des lieux qui peuvent se rattacher à la présence d'un complexe militaro-industriel, que ce soit à travers les différentes firmes transnationales du secteur et la présence aussi du développement de technologies spatiales et militaires, le tout au contact des grands centres décisionnaires du pays. Donc, point central de la politique américaine, Washington est aussi un pôle international pour les grandes institutions économiques qui y possèdent leur siège, à l'image du FMI ou encore de la Banque mondiale. Alors, autre métropole qui joue un rôle majeur dans la puissance américaine au-delà du territoire américain, c'est bien sûr New York. New York que l'on situe souvent comme étant la première des grandes villes mondiales, et New York qui abrite le siège de l'ONU en plein cœur de Manhattan, le centre de cette métropole. Ajoutons que New York abrite également le siège de Wall Street, donc principale place financière à l'échelle internationale, ainsi que des sites touristiques majeurs et une forte concentration de sièges sociaux de grandes FTN qui jouent bien sûr un rôle majeur à l'échelle mondiale dans la puissance économique américaine. Alors d'autres métropoles, d'autres lieux peuvent symboliser également la puissance américaine, à commencer par Los Angeles, avec la présence d'Hollywood, symbole de la puissance culturelle cinématographique du pays. Un audiovisuel qui par ailleurs véhicule l'image des grandes métropoles américaines, des différents espaces territoriaux des États-Unis à travers des séries qui se vendent et se diffusent dans le monde entier. La puissance scientifique des États-Unis, pour sa part, s'incarne dans la présence d'universités, de grands centres de recherche mondialement renommés. Alors, on pense bien sûr à Harvard, plus grand enseignement d'établissements supérieurs des États-Unis, à Boston, qui a vu passer des étudiants qui sont devenus extrêmement célèbres, sont Barack Obama, bien sûr, le président des États-Unis, Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Facebook, ou encore Ban Ki-moon, qui fut secrétaire général des Nations Unies. Ce sont quelques 48 prix Nobel, 32 chefs d'État, 48 prix Pulitzer, l'équivalent américain du prix Nobel remis en journalisme, littérature, fiction ou musique, qui sont donc passés par ce centre prestigieux. Mais surtout, Harvard incarne la puissance d'attractivité internationale du modèle universitaire américain, puisque ce sont plus de 200 pays qui sont passés à travers leurs étudiants par ce lieu de prestige. Et les États-Unis possèdent en effet une capacité inégalée d'attractivité pour leurs grands centres universitaires, puisqu'ils accueillent, vous le voyez ici, 22% des étudiants étrangers. Or, cette capacité à attirer les étudiants, les chercheurs, est incontestablement au cœur de la réussite scientifique technologique des États-Unis, que comme vous le voyez ici, à travers ces différents centres universitaires, concentrent le
plus important nombre de prix Nobel depuis la création de cette récompense en 1901. Ainsi, on le voit sur cette carte, les différentes métropoles américaines concentrent des lieux où s'exerce la puissance des États-Unis à l'échelle internationale, que ce soit la puissance économique, politique ou encore culturelle. À l'échelle internationale, on voit également que les États-Unis ont une présence planétaire par bien des aspects. On l'a déjà précédemment évoqué à travers la présence de leur culture, mais c'est aussi le cas pour son réseau de représentation diplomatique qui, avec 270 ambassades ou consulats, est le plus important au monde. Et donc, à travers cette diplomatie active, les États-Unis ont réussi à se forger, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec la guerre froide, un solide réseau d'alliances à l'échelle internationale, caractérisé notamment par l'OTAN, mais comme vous le voyez ici, il existe bien d'autres systèmes d'alliances pour ce pays à travers le monde. Et c'est ce système d'alliance qui permet aux États-Unis d'être présents militairement sur tous les continents, sur tous les océans, avec quelques 800 bases militaires réparties à travers le monde et qui abritent près de 200 000 soldats, soit à peu près 10% des effectifs de l'armée américaine. Alors, des États-Unis qui sont présents partout dans le monde, qui se caractérise par une puissance multiforme et complète, qui hérite d'un impérialisme, d'un expansionnisme qui les pousse à agir en dehors de leur territoire, et pourtant leur politique extérieure est une politique qui hésite entre différentes voies, entre unilatéralisme et multilatéralisme notamment. Alors on l'a vu, on l'a dit, les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale apparaissent pleinement impliqués dans les affaires mondiales à travers leur participation aux grandes institutions internationales. Et avec la fin de la guerre froide, on eut le sentiment que ces États-Unis allaient être, à travers leur statut de seule hyperpuissance, en mesure d'assumer une forme de tutelle mondiale, ce que laissa à penser effectivement la première guerre du Golfe. À cette occasion, en effet, pour faire face à l'invasion du Koweït par l'Irak, les États-Unis réussirent à réunir autour d'eux une très vaste coalition internationale et à monter une opération militaire soutenue par l'ONU, une ONU dont on pouvait penser que, enfin, elle allait pouvoir permettre de mettre en place un nouvel ordre international caractérisé par une certaine forme de multilatéralisme. Dès lors, et compte tenu de leur puissance militaire, on a pu penser que les États-Unis pouvaient devenir les gendarmes du monde et être en capacité d'apaiser les crises là où elles survenaient. C'est ce qui a pu apparaître à travers cette première guerre du Golfe et qui a semblé se confirmer avec les 2 mandats du président démocrate Bill Clinton, 2 mandats pendant lesquels les États-Unis ont pu apparaître comme des pacificateurs lors de différentes crises. Bill Clinton réussit ainsi l'exploit de faire signer un accord aux Israéliens et aux Palestiniens, des accords d'Oslo qui donnent naissance à une autorité palestinienne pouvant s'exercer sur des territoires autonomes palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, même si tout ne fut pas réglé loin de là à travers ces accords. Et un arbitrage américain qui s'impose aussi lors de la guerre en ex-Yougoslavie, dont les accords de Dayton signent la fin en 1995. Pour autant, comme le concède Bill Clinton lui-même, les États-Unis ne comptent pas assumer ce rôle de gendarme du monde et sont toujours guidés dans leurs interventions par des considérations intérieures, qu'il s'agisse de promouvoir les principes qu'ils entendent défendre dans le prolongement de la destinée manifeste, de la mission civilisatrice, ou qu'ils soient guidés par des intérêts personnels.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la vie démocratique a un véritable impact dans les décisions de politique extérieure et que l'on ait à faire face à des administrations républicaines ou à des administrations démocrates, eh bien cela peut amener à des changements dans la façon de concevoir le rôle des États-Unis dans le monde. Or, avec l'administration républicaine du président George W. Bush qui succède à Bill Clinton, eh bien, on va avoir une approche plus unilatérale des missions des États-Unis à l'extérieur de leur territoire. Ainsi, en 2003, quand le gouvernement Bush décide d'une nouvelle intervention en Irak pour chasser Saddam Hussein du pouvoir au prétexte fallacieux que celui-ci voulait se doter d'armes de destruction massive et aurait soutenu le terrorisme islamiste, eh bien, il est décidé de cette intervention sans l'accord de l'ONU d'une part, mais sans également le soutien d'un certain nombre des alliés traditionnels des États-Unis, comme la France et l'Allemagne. On retrouve cette opposition entre un multilatéralisme qui serait davantage démocrate et un unilatéralisme qui serait davantage républicain avec les mandats de Barack Obama et Donald Trump. Barack Obama sembla incarner en effet une politique d'ouverture des États-Unis, et notamment à l'égard du monde musulman, politique d'ouverture qu'il s'est incarné dans ce discours du Caire de 2009, intitulé A New Beginning. Politique d'ouverture également incarnée par d'autres initiatives qui visent à inclure davantage les États-Unis dans un système de coopération internationale dont on a vu qu'il s'était jusqu'à présent émancipé. Ainsi, en 2015, Barack Obama est à l'initiative d'une intégration des États-Unis au processus de lutte contre le réchauffement climatique qui avait été initié en 1997 lors du protocole de Kyoto, protocole qui n'avait pas été ratifié par les États-Unis, mais en 2015, eh bien donc, les États-Unis d'Obama intègrent la COP 21. Sa politique d'ouverture se manifeste également par un rapprochement diplomatique avec des États ennemis des États-Unis, comme Cuba, avec qui il renoue les liens, ou comme l'Iran qui renoue avec les États-Unis à travers la signature d'un accord mettant fin à la volonté iranienne de se doter de l'arme nucléaire en 2015, à travers donc la signature de ces accords de Vienne. Donc davantage de multilatéralisme avec Barack Obama, mais aussi une volonté de ne pas assumer de rôle de gendarme du monde, comme lors de la crise syrienne en 2015, où contrairement à ce qui avait été annoncé, eh bien Barack Obama n'intervient pas militairement contre le régime de Bachar el-Assad après que celui-ci ait utilisé l'arme chimique. Action qui, au passage, sera interprétée comme un signe de faiblesse par la Russie de Vladimir Poutine et comme une opportunité pour opérer elle-même au sein de la crise syrienne en soutien du régime de Bachar el-Assad. Alors avec l'élection de Donald Trump et sa volonté de restaurer la puissance américaine, eh bien on observe un retour à une forme d'unilatéralisme, voire d'isolationnisme à travers l'application du principe America First. Les États-Unis de Trump reviennent ainsi sur des décisions du précédent gouvernement Clinton, comme celle d'intégrer la COP 21, qui est quittée par Trump, comme celle de négocier avec l'Iran, puisqu'il y a une rupture ici des accords de Vienne. Des États-Unis qui agissent aussi de façon unilatérale lors de la pandémie du Covid-19, retirant leur contribution à l'OMS, compte tenu d'initiatives de celle-ci jugées trop favorables à la Chine pendant la crise sanitaire.
Et puis des États-Unis qui n'hésitent pas également à se lancer de nouveau dans des politiques protectionnistes, que ce soit vis-à-vis de leurs rivaux économiques comme la Chine, ou même de leurs alliés traditionnels comme les pays européens. Alors il y a incontestablement ici donc une évolution des politiques extérieures des États-Unis qui sont à mettre en relation avec les présidents qui ont été élus et les idéologies qu'ils incarnent à travers les partis qu'ils représentent. Alors a-t-on un retour au multilatéralisme avec Biden, qui donc représente une nouvelle administration démocrate? Alors attention toutefois, il ne faut pas exagérer cette opposition entre démocrates et républicains. Il y a aussi quelques continuités qui s'incarnent, comme la priorité stratégique américaine donnée à la Chine et à la zone Pacifique, le retrait des troupes d'Afghanistan, qui est là aussi décidé dans la continuité de ce qui avait été mis en place par le gouvernement précédent, même si cela s'effectue dans une certaine forme de précipitation qui a d'ailleurs amené à certaines critiques. Mais donc également des évolutions qui sont aussi dictées par les circonstances, et notamment cette crise ukrainienne, cette agression de l'Ukraine par la Russie, qui a conduit les États-Unis de Biden à se préoccuper davantage de l'Europe et à resserrer des liens qui s'étaient distendus avec l'OTAN. Alors il est temps maintenant de conclure et de répondre de façon synthétique à cette question. Pourquoi les États-Unis restent-ils la première puissance d'un monde devenu bipolaire? Alors cette puissance américaine, on a vu qu'elle s'exerçait à la fois par des formes d'unilatéralisme et de multilatéralisme. Alors le multilatéralisme, c'est la capacité à faire faire, à empêcher de faire par le rôle que jouent les États-Unis dans les organisations internationales notamment. Un unilatéralisme qui s'exprime dans la capacité de faire sans avoir à s'en justifier devant ses alliés ou devant la communauté internationale. Et puis qui s'exprime aussi dans la capacité à refuser de faire, par exemple, refuser d'intégrer les opérations de coopération contre le changement climatique, la Cour pénale internationale ou l'application d'un isolationnisme au nom de l'America First. Une puissance américaine qui s'exprime également à travers ses lieux et ses différents aspects. Un soft power s'incarnant à travers la culture mainstream, la domination de l'audiovisuel américain. Des grandes métropoles ayant une capacité de commandement à l'échelle mondiale, comme New York ou Washington. Une domination sans partage sur les nouvelles technologies de l'information, sur Internet, à travers notamment la puissance des GAFAM. Et puis les lieux où s'exprime la domination scientifique, technologique, universitaire des États-Unis, que ce soit Boston, à travers Harvard ou le MIT, et donc ce brain drain, cette capacité à attirer les cerveaux, les capacités des étudiants, des chercheurs étrangers. Enfin, une puissance qui s'exprime à travers différents points d'appui et zones d'influence. Des États-Unis qui sont présents dans les espaces à contrôler pour la défense de leurs intérêts stratégiques, que ce soit au Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays d'Afrique. Des espaces d'influence traditionnels en Europe avec l'OTAN, en Amérique latine, dans l'Amérique du Nord avec l'ALENA devenue l'ASEOM. Et puis un intérêt nouveau pour la zone Asie-Pacifique afin de mieux contrôler l'émergence du rival chinois. Un rival chinois qui lui-même cherche à développer sa puissance pour être capable de rivaliser sur tous les aspects de la puissance avec les États-Unis.